Contrairement à ce que l'on croit souvent, l'idée d'Europe est une idée très ancienne. Les Romains occupaient le pourtour de la Méditerranée. Une fois les territoires conquis, des liens, notamment commerciaux, se créaient avec les provinces. Plus l'Empire romain s'agrandissait, plus il devenait puissant. Le fait qu'il y ait des échanges commerciaux entre les provinces de l'Empire et Rome atténuait les conflits. L'unification de l'Empire s'est faite grâce à la romanisation, c'est-à-dire que les peuples de l'Empire ont adopté la langue, la culture et le mode de vie romain. Cela a pu donc créer une influence sur l'Union européenne d'aujourd'hui. L'Empire romain s'est effondré en 476 après Jésus-Christ. En 800, Charlemagne se fait couronner empereur des Romains. Sur les pièces de monnaie, il y avait gravé Carolus Imperator Augustus, ce qui voulait dire Charles empereur Auguste, en référence aux empereurs romains. Il veut refonder cet empire. Il réalise une unité de l'Europe par ses conquêtes. Du point de vue administratif, il délègue son territoire à ses missi dominici, ce qui signifie envoyé du maître. Mais surtout, il réalise une unité religieuse autour du christianisme en évangélisant les peuples conquis. Napoléon est proclamé empereur des Français 18 mai 1804. Il est sacré empereur 2 décembre 1804. Charlemagne, c'est l'empereur de l'Occident. Napoléon cherche à imiter Charlemagne. Il fait un voyage très symbolique. Il se rend à Aix-la-Chapelle, qui était la capitale de Charlemagne et où se trouve une partie de la dépouille de Charlemagne. Donc il fait un pèlerinage. Il est sacré empereur avec les mêmes emblèmes ou des emblèmes équivalents à ceux qu'avait Charlemagne. À l'époque, tous les jeunes gens qui fréquentaient les collèges, non seulement apprenaient le latin, mais apprenaient quasiment à lire en latin. Et donc pour eux, la référence à la Rome antique est une référence qui est fondamentale. Les institutions du consulat et de l'Empire ont fait référence à une terminologie romaine. Tribunat, consulat, préfet, ce sont des termes qui viennent de la Rome antique. Il a mis en place un code de loi unique pour l'Europe, c'est le code civil qui en 1807 a été diffusé à une grande partie de l'Europe sous le nom de code Napoléon. Il a favorisé l'unité des monnaies et de fait, quand on regarde l'Italie, on crée en Italie la lire qui va durer jusqu'à ce que l'euro soit créé. Qu'est-ce que c'est que ce modèle français ? C'est un modèle fondé sur les principes de 1789. L'Europe à l'époque est une Europe féodale. C'est une Europe dans laquelle s'impose la monarchie absolue. C'est une unification qui n'a rien à voir avec ce qu'est l'Europe aujourd'hui. C'est une unification qui se fait sous l'égide française, sous la domination française. Donc les peuples européens n'ont pas véritablement été consultés pour savoir s'ils étaient d'accord pour faire partie de cette Europe française. Et donc Napoléon va importer dans la plupart de ces pays les principes de 1789, c'est-à-dire le principe de l'égalité civile. L'égalité civile, ça signifie qu'il n'y a plus de privilèges, que les nobles n'ont pas plus de pouvoir que les autres. Ça signifie que n'importe qui, n'importe quel citoyen peut accéder à n'importe quel emploi. Il impose aussi la liberté religieuse. Il y a des États vassaux qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont gouvernés d'ailleurs par des frères ou des sœurs de Napoléon. Donc il y a un système dynastique, c'est-à-dire que ce sont les membres de la famille de Napoléon qui gouvernent un certain nombre d'États européens. Napoléon pensait qu'il allait ainsi favoriser l'unité de l'Europe. L'Europe d'aujourd'hui est une Europe démocratique. L'origine de ces idées provient de plusieurs acteurs tels que Victor Hugo, Aristide Briand et bien d'autres. Le 21 août 1849, Victor Hugo lance un appel à la création d'États-Unis d'Europe par son discours « Un jour viendra » prononcé lors du Congrès de la paix. Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Un jour viendra où les boulets, les bombes seront remplacés par le vote, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain.
Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leur génie. Ces idées renaissent après la Première Guerre mondiale, avec la nécessité pour les européistes d'empêcher le déclin de l'Europe, ce qui veut dire que la période des années 20 correspond à l'âge d'or de l'engagement européen. Aristide Briand était un homme politique, acteur de la Société des Nations créée après la Première Guerre mondiale. Il reprend les idées de Victor Hugo en 1929 lors d'un discours. Je pense qu'entre des peuples qui sont géographiquement groupés comme les peuples d'Europe, il doit exister une sorte de lien fédéral. Ces peuples doivent avoir, à tout instant, la possibilité d'entrer en contact, de discuter leurs intérêts, de prendre des résolutions communes, d'établir entre eux un lien de solidarité. Les idées d'Europe refluent après la crise de 1929 et la montée des idées nationalistes dans les années 1930. Elles renaissent après la Seconde Guerre mondiale. La question de la jeunesse est une question importante pour les nazis qui veulent opérer une véritable révolution culturelle. C'est-à-dire qu'ils veulent détruire la civilisation occidentale telle qu'elle existe à l'époque et créer une nouvelle civilisation, de nouvelles valeurs, une nouvelle morale, un nouveau droit. Pour Hitler et les nazis, l'Europe reposerait sur un troisième Reich dominé par une race des seigneurs, la race aryenne. À cette logique raciste vient s'ajouter l'idée d'un espace vital nécessaire au peuple allemand. Pour Hitler, l'Allemagne ne sera véritablement que lorsqu'elle sera l'Europe. Cette vision se réalise avec l'annexion de territoires et l'occupation de nombreux États par le Troisième Reich. Des mouvements de résistance font face au nazisme et intègrent à leur tour l'idée d'Europe. Les socialistes prévoient dans leur programme de résistance les États-Unis d'Europe. Ces idées fédérales se retrouvent dans le manifeste de la résistance européenne publié en 1944. Cependant, l'absence d'idée d'Europe chez les Alliés conduira à une division de l'Europe en deux blocs, séparés par un rideau de fer selon l'expression de Churchill. Il faudra attendre 1950 et le plan Schuman pour que l'idée d'Europe renaisse.